Et on se retrouve à bord de Saori une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on va parler de ce qu'on a sous les yeux, sous nos grands yeux, grands ébahis. La mer Méditerranée, notamment cette région-là, notamment la région qu'on vient de passer, c'est-à-dire en grande majorité, le gros du problème, c'était de Marseille à Toulon. Vraiment, de Marseille à Toulon, c'était quelque chose. Et après, bon, là, un petit peu par la suite, là, à l'entrée de Saint-Tropez. Voilà, il est vrai qu'on a cette magnifique étendue d'eau à perte de vue. Qui finalement ne regorge pas plus de vie que ça, hein. Je suis assez attristé de voir à quel point il n'y a pas vraiment âme qui vive à la surface, hein, du moins. Après bon, contrairement à l'Atlantique, ici c'est beaucoup plus profond, hein. L'Atlantique, vous êtes à entre 15 mètres et 50-60 mètres quand vous faites du côtier. Et dès que vous faites du hauturier, vous êtes à jusqu'à 200 mètres de profondeur max, quoi. Et c'est rare, quoi. C'est plutôt entre 60, 100, etc., quoi. Alors qu'ici, vous écartez de quelques dizaines de minutes des côtes et de suite, il y a 200 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. Donc forcément, peut-être que la vie est répartie un petit peu différemment et etc. Mais bon, les dauphins, pour le coup, parlons des dauphins surtout, quoi. Les dauphins, eux, ils nagent à la surface, c'est des mammifères marins, ils ont besoin de respirer souvent, donc ils vont pas à 2000 mètres de profondeur, quoi. Donc on est censé, et en plus de ça, avec une mer si plate, le moindre mouvement, on pourrait en voir, quoi. D'ailleurs, il y en a qui sont passés autour de nous au mouillage à Port-Cros, et ça, c'était très impressionnant. Puisque en pleine nuit comme ça, on regardait les étoiles et d'un coup ça soufflait dans tous les sens et ils sont passés à droite à gauche du bateau, mais vraiment pas loin, quoi, dans le goulet entre Port-Cros et Bagot. J'ai réussi cette fois pour la première fois. Donc entre l'île de Bagot et l'île de Port-Cros, ils sont passés dans ce goulet là, il y a un petit goulet et du coup on les a entendus, c'était très, très sympa. On les a pas vus mais on les a entendus, on les voyait vraiment. On les quasiment pas, quoi. On les devinait. Voilà, donc c'est quand même une mer qui est magique, hein, qui est au niveau, à la base, au niveau de la variété et des conditions pour justement qu'il y ait de la vie à profusion. Il y a tout qui est réuni, hein, dans la Méditerranée, hein. Je dis il y a 2000 ans, mais même il y a 200 ans, ça devait être quelque chose d'incroyable. Bon, là c'est plus compliqué de voir âmes qui vivent, et puis maintenant il y a une nouvelle spécialité, c'est que en plus de devoir éviter les casiers quand on est au moteur, maintenant il faut éviter les sacs plastiques. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est un peu le sujet de cette vidéo là. Il est vrai que de Marseille à Toulon, j'ai rencontré énormément de plastique flottant à la dérive. La plupart c'était des sacs plastiques, des gobelets, des choses comme ça, voilà, mais énormément, quoi. Des fois il y en avait vraiment de partout, il y en avait à droite, à gauche, vous naviguez au milieu, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et c'est des grosses zones quand même, hein. C'est quand même pendant plusieurs longues minutes, voire petites dizaines de minutes, et c'est vraiment, bon, c'est atroce, hein. C'est vraiment un massacre. Que dire? Moi j'ai pas envie de parler d'écologie là comme ça de suite. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'en parle dans des moments où le sujet est un petit peu moins sensible. Là je suis trop dégoûté de ce que je vois pour pouvoir avoir un discours un peu posé, etc. On verra par la suite, on va mûrir tout ça, hein. On va voir un peu un vrai retour d'expérience, c'est-à-dire on va naviguer jusqu'au sud de l'Italie et on verra un petit peu si vraiment c'est si scandaleux que ça, hein. En Atlantique, je commençais aussi à voir du plastique, hein. C'est-à-dire que c'était pas du plastique flottant comme là, c'était plus du micro-plastique
Bah alors sûrement il y en a dans l'eau évidemment, mais qu'on voit pas, mais qu'on retrouve énormément dans les algues qui jonchent les plages en Atlantique. En Atlantique, ça arrive très souvent que des algues viennent se déposer le long des plages et elles sont cafis de plastique, quoi. Il y en a vraiment une vingtaine, cinquantaine de microplastiques différents, de couleurs différentes. Il y en a des gros, hein, ça peut faire 3, 4, 5 mm, hein, voire plus, hein, voire 10, 15 mm. Et bon, et il y en avait comme ça sur des plages magnifiques, les plages d'Atlantique qui sont sublimes, hein, à perte de vue comme ça, du sable naturel et tout. Enfin, c'est vraiment aussi trop dommage. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai croisé malheureusement beaucoup plus de plastique que de vie. Le plastique, je pense pouvoir en compter facile en cinquantaine, centaine peut-être depuis le début. Des mammifères marins, voire même autre chose. Je crois que le nombre de fois que j'ai vu des dauphins depuis que je suis rentré de Gibraltar, je crois que je peux pas les compter sur le doigt d'une main, hein. Je crois pas, hein. Je crois que j'ai dû en voir une fois ou deux, hein. Maxi, hein. Donc je sais pas ce que ça veut dire, hein. Peut-être que bon, je suis pas sur leur route, ou alors voilà, les dauphins, ça veut voilà, j'ai navigué 4 ans en Charente-Maritime sans jamais voir de dauphins parce qu'ils passent pas dans le perçu d'Antioche, hein. Ils y passent jamais, c'est impossible d'en voir, ils s'en foutent complètement. Voilà, après vous êtes dans le Finistère, vous pouvez pas sortir en mer une fois sans croiser des dauphins, quoi. Donc il y a aussi des endroits où c'est un peu plus leur route, leur passage, etc. J'imagine que la route vers la Corse, etc., le Cap Corse, tout ça, ça doit grouiller de dauphins là, à mon avis, parce que ça doit justement, c'est un peu une côte qui les oblige à passer par au-dessus, alors que là ils ont que peu d'intérêt à allonger de très près la côte. Mais bon, quand même, voilà, donc c'est quand même pas rien, quoi, hein. Pas de bon, heureusement pas d'orques, mais pas de baleines, pas de ci, pas de ça, pas de poisson lune, pas de, je sais pas, j'ai pas vu de tortue, j'ai rien vu, voilà, donc c'est assez triste. Alors bon, des saupes et des oblades, dès que vous vous rapprochez de la côte, évidemment, il y en a. Là, notamment au mouillage, là où j'étais, parce que c'était une réserve naturelle, donc interdit de pêcher et interdit de mouiller. Donc forcément, les poissons, ils viennent là, hein, ils sont pas bêtes, hein. Donc là-bas, c'est sûr que ça a grouillé un peu plus de poissons. Il en manquait pas. Mais au-delà, réserve naturelle, techniquement, la mer est censée être encore un endroit naturel, hein. Je vois pas pourquoi tout ce qui n'est pas réserve naturelle dans l'eau doit être industrialisé et doit être surexploité au maximum jusqu'à ce que, voilà, ça va être comme à terre, quoi. C'est-à-dire que les espaces sauvages à terre aujourd'hui, bon bah c'est les réserves naturelles, et au-delà, bah, c'est des forêts qui sont contrôlées, c'est des champs à perte de vue, voilà, hein. Faut pas penser que c'est parce que vous voyez des champs à perte de vue quand vous prenez le train que c'est sauvage et que les animaux ils peuvent se régaler, hein. C'est au contraire, c'est tout exploité, industrialisé. Les animaux sauvages, ils sont chassés de ces endroits-là pour pas qu'ils viennent à abîmer les plantations, les récoltes et tout. Donc au final, eh ben, les forêts c'est pareil, hein, c'est tout exploité, les massifs pareil. Donc au final, il n'y a que de très zones un petit peu protégées, où là on n'a pas le droit d'allumer un feu, pas le droit de chasser, pas le droit de toutes ces choses là, voire même pas le droit de construire surtout. Bon bah à ces endroits là il reste encore un peu des espaces sauvages, mais finalement très parqués, quoi. Et j'ai peur que sur l'eau, bah, ça devienne un peu la même chose, c'est à dire que les seuls habitats sauvages où la biodiversité va pouvoir se développer à son gré, à son rythme, normalement, naturellement, bah, ça va être dans des espaces contrôlés. Et qui dit contrôlé, bah, dit que c'est pas vraiment naturel non plus, parce que bah, on va peut-être aussi des fois, enfin tout ne sera pas parfaitement naturel, voilà. Bon écoutez, hein, ça n'empêche qu'il y a des régalèques qui montent des profondeurs et qui viennent se poser juste à côté des bouées, des grosses cardinales, etc., parce qu'ils sont attirés aussi
ça les attire et ça leur donne un point de rassemblement. Ça les protège aussi des plus gros prédateurs et tout. En tout cas, les régalèques, on aura le temps d'en reparler parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par miracle sur internet. Hein. Je me renseigne beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires et je suis tombé dessus par hasard. Mais dès qu'on arrivera au niveau de Nice, etc., j'aurai l'occasion de vous en faire part parce que c'est notamment là-bas qu'on les a vus et observés et étudiés pour la toute première fois dans le monde. Bah, ça va être sous une bouée qui se trouve non loin de Nice. Donc j'ai regardé sur la carte, je crois qu'elle est un peu loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se déroute pas mal pour passer dessus. Mais bon, en tout cas, on verra. On verra notre route à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça, les régalèques, R-E-G-A-L-E-C, bah, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler quand on sera à la hauteur. Voilà, mais c'est des poissons mystiques. Hein. Il y a vraiment, c'est très impressionnant comme poisson. Les plus longs du monde, je crois. Hein. Je sais pas. Après, le requin baleine, ça doit être un poisson logiquement, puisque c'est un requin. Mais bon, après il est mi-baleine, mais je pense que c'est juste pour sa caractéristique. Je pense que le requin baleine c'est le plus grand des poissons, mais celui-là en tout cas il fait 6-7 mètres, enfin c'est assez impressionnant aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, notre port se dresse droit devant nous. On a la baie de Saint-Tropez qui est donc cette baie ici. Alors tout est un peu brumeux, brume de chaleur quoi, on sent vraiment il fait lourd. C'est pas très agréable. Il fait assez lourd et c'est pas une visibilité de dingue avec un ciel bien bleu et une mer bien bleue non plus quoi. Voilà. En tout cas, bah, comment finir cette vidéo? C'est pas une vidéo de pédagogie écologique. Il y en aura d'autres, mais celle-ci c'est pas le but. Là, c'était vraiment pour vous donner un constat. Là, c'est du constat du vu en réel. Énormément de plastique, notamment de Marseille à Toulon, voilà. Et c'est bien dommage parce que les endroits sont magnifiques en plus, hein, le long de la Ciotat, etc. C'est pas moche de base. De base, c'est vraiment pas moche. Voilà, donc essayez de faire attention. C'est toujours des sacs en plastique et des gobelets en plastique. Donc au final, on n'a pas fait de mal de virer ces sacs en plastique, ces gobelets, ces pailles et trucs. Oui, c'est contraignant, oui, ça nous saoule tous. Moi y compris, mais par contre bah, je pense que ça a une réelle efficacité au long terme sur le plastique à la dérive, à la surface, sur la mer, parce que à part le bois et le plastique, je pense que tous les autres polluants ils coulent au fond de l'eau et on n'en reparle jamais, parce qu'il reste tout le reste. Pourquoi le plastique, on le voit et on en parle? Parce qu'on le voit à la surface, parce que ça flotte. Mais j'imagine qu'il y a énormément d'autres choses polluantes qui coulent. Et après, il y a encore d'autres choses polluantes non visibles, comme les petites particules, les métaux lourds, les choses comme ça. Donc ça, c'est une autre pollution un peu plus passive. Mais en tout cas, sur vraiment ce qui est visible, bon, le bois flotte, évidemment. Mais également le plastique. Donc c'est pour ça qu'on le voit un petit peu dériver. Mais c'est pas parce que tout n'est pas en surface quoi. Voilà, donc réfléchissez-y bien. Je pense qu'on voit on voit de tout. On est vraiment dans un shift dans un tournant au niveau de l'écologie. On voit qu'il y en a qui ont pris très vite le virage. Il y en a qui prennent le virage et qui suivent un petit peu le mouvement. Il y en a qui sont encore en ligne droite et qui ont raté complètement la sortie. Mais bon, ça viendra, hein, c'est normal. Hein, dans toute réforme, dans toute révolution, il y a forcément des avant-gardistes et des retardataires. Mais en tout cas, on voit de tout comme discours. Et moi, des fois, je pense que à tort que tout le monde pense comme moi et un peu comme tout le monde quoi. À défaut on a nos idées dessus, on se dit que c'est le bon sens, on se dit que la raison fait que intérieurement chacun au fond de lui doit quand même avoir sa petite voix qui lui dit à un moment ne balance pas ça par terre, ne balance pas ça dans la mer, ne fais pas ci, ne fais pas ça.
Mais finalement, bah, pas tant que ça, hein, parce que malheureusement, on voit encore des horreurs. Voilà, donc essayez de préserver un petit peu tout ça pour le bien de tout le monde. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. On fera un vrai point par la suite. Ça se trouve, c'était juste un endroit où malheureusement, à ce moment-là, c'était le mauvais endroit au mauvais moment. Pour l'instant, le reste, ça a l'air plutôt clean, hein. C'est pas non plus du plastique régulier toutes les 10 minutes. Donc c'est pas encore ça, mais c'est vrai que bon, bah, au moment où vous traversez dans de l'eau si belle et de voir des sacs plastiques, vous les voyez parfaitement, hein, parce que l'eau est magnifique, donc on peut pas les rater et c'est bien dommage, quoi. Et en plus, il faut pas que ça se prenne dans la crépine, dans l'hélice et tout, donc il y a aussi ça, hein. Il y a aussi le côté où il faut, en plus de ça, faire attention. Et du coup, bah, de nuit, comment faire? Parce que de nuit, éviter des casiers sans drapeau, avec juste une petite bouée de nuit, c'est encore, ça demande presque d'être côté Jedi, un petit peu de ressentir les choses et au dernier moment de l'éviter quand vraiment la visibilité est vraiment pourrie, quand il fait nuit noire et qu'on voit rien. Bon bah là c'est vraiment les feux de navigation qui allument la bouée au dernier moment, et là il faut être très vigilant, très vif, et au moins mettre neutre instantanément avec le moteur, quoi. Bon bah maintenant, si vous foncez dans des sacs plastiques ou des cordages ou des trucs qui flottent, bah là de nuit c'est juste mort, quoi. C'est juste impossible. Donc voilà, je vois pas trop, je sens que ça risque d'être un problème également. Voilà, si en plus de ça il y a des déchets dans lesquels il faut pas foncer dessus au moteur de nuit, bon bah quand il y a du vent, évidemment vous n'utilisez pas le moteur, mais quand il y a pétole comme là présentement, bon bah sinon je serai encore là-bas. Je serai encore là-bas arrêté, quoi. Il n'y a même pas on met le spi ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a plus un pet de vent. Donc soit vous mettez le moteur, soit vous restez scotché sur place, malheureusement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. J'espère que ces navigations vous ont plu. On arrive à Saint-Raphaël et puis on verra par la suite des événements. Bye bye, ciao ciao.